Donc, je vais vous parler de résultats récents concernant les écarts entre nombres premiers. Donc, plus précisément, je vais présenter certaines des idées de la preuve des deux théorèmes suivants. Donc, le théorème 1 par ordre chronologique dû à Yitang Zhang en mai 2013 dit la chose suivante. Donc, on peut le présenter de deux façons, mais la façon la plus spectaculaire, c'est qu'il existe un entier positif plus petit que 70 millions. La majoration n'est pas importante, tel que l'ensemble des nombres premiers ayant la propriété que P plus H est aussi un nombre premier, donc tel que cet ensemble est infini, ou soit infini. Donc la majoration 70 millions, je répète, n'est pas particulièrement importante. Mais ce qui était extraordinairement spectaculaire lorsque ce résultat a été annoncé, c'est que pour la première fois, on arrive à contrôler des ensembles de nombres premiers qui diffèrent par un entier fixé. Alors, tout de suite, je peux dire, on ne connaît aucune valeur pour laquelle cet énoncé est vrai, pour lequel cet ensemble est infini. Il est conjecturé que tous les entiers pairs ont cette propriété, mais ça reste complètement ouvert. Donc c'était déjà un résultat très spectaculaire. Et encore plus spectaculaire a été le résultat de James Maynard annoncé en octobre 2013. Donc le résultat de Zhang est déjà publié et celui de Maynard existe sous l'état de préprint et sera probablement publié bientôt. Et qui en quelque sorte généralise ce type d'énoncé, où non seulement P est premier et P plus H, mais aussi un P plus H2, P plus H3, etc. Donc plus précisément, pour tout entier positif M, il existe un M uplet d'entiers positifs. Donc je vais les prendre comme ça, entier, tel que l'ensemble, alors là, c'est un peu plus pratique de prendre l'ensemble des entiers, mais de démarrer à n plus h1. Donc on cherche des entiers positifs, tels que n plus h1 jusqu'à n plus hm, sont tous premiers. Tel que cet ensemble soit infini. Donc le théorème 1, donc le théorème 2 implique le théorème 1, évidemment, en prenant m égale 2. Le théorème 1 n'implique pas le théorème 2, et la méthode de Zhang est absolument incapable d'obtenir le théorème 2 pour toute valeur de m autre que m égale 2. Donc le théorème de Maynard est vraiment beaucoup plus fort que le théorème de Zhang. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que si on s'intéresse juste aux écarts entre nombres premiers, le théorème de Maynard est beaucoup plus facile, en fait, à démontrer que le théorème de Zhang. Donc le théorème 2 peut être présenté pratiquement depuis les fondements des mathématiques, pas exactement, en, disons, un cours semestriel de niveau master de théorie analytique des nombres. Si c'est un cours de géométrie algébrique, ça ne marchera pas. De théorie analytique des nombres. Il n'en est pas du tout de même du théorème 1 si on suit la méthode de Zhang. Évidemment, le théorème 2 implique le théorème 1, mais la méthode de Zhang est beaucoup plus dure. La méthode de Zhang repose sur des idées
repose sur des idées qui sont beaucoup plus délicates. Alors évidemment, on peut se demander à ce moment-là, est-ce que le résultat de Jang est obsolète? Est-ce que c'est un résultat qui n'a qu'un intérêt historique? C'est historiquement très important. C'était un énoncé complètement surprenant et qui avait été conjecturé sous une forme ou sous une autre depuis bien longtemps concernant le nombre premier. Mais elle a quand même l'avantage que ne donne pas du tout la méthode de Ménard, c'est de fournir des énoncés qui n'étaient pas encore connus et qui sont des énoncés profonds concernant la distribution, la répartition des nombres premiers dans les progressions arithmétiques de grands modules. Elle démontre. Elle démontre. Elle fournit, c'est vraiment, ça donne un nouvel énoncé d'un type qui n'était pas encore connu. Concernant la répartition des nombres premiers dans les progressions arithmétiques de grands modules. Donc je vais expliquer ce que ça veut dire de grands modules. Pardon, pas dans les grands, mais dans les progressions arithmétiques. Et donc, grosso modo, par grand module, ce qu'on entend là, c'est quelque chose qui ne peut pas être démontré directement en utilisant de manière immédiate l'hypothèse de Riemann généralisée. Donc, au-delà de l'hypothèse de Riemann généralisée. Au sens où, par contre, si on admet l'hypothèse de Riemann généralisée, ou si quelqu'un l'a démontré demain, la preuve du théorème de Ménard deviendrait plus courte par l'application du théorème de l'hypothèse de Riemann généralisée, au lieu d'appliquer un théorème sur la répartition des nombres premiers, comme le théorème de Bombieri-Vinogradov. Alors, autre chose sur la méthode de Jang, et là je devrais dire, donc, sont des énoncés, alors, comment est-ce que je fais, tout de même des énoncés, donc énoncés qui sont plus adaptés à ce problème, plus adapté qu'il y avait déjà des énoncés de ce type, allant au-delà de l'hypothèse de Riemann généralisée, dû à Fouvry-Iwagnetz et Bombieri-Friedlander-Iwagnetz. Et le point de départ... ça, c'est pas... théorème 2. Ça s'intéresse au terrain 1, pardon. Ce que j'ai dit. Théorème 1. Tout à fait. Voilà. Donc, ce que je vais essayer de faire... donc, dans un exposé d'une heure, on peut presque essayer de donner vraiment une bonne idée de la preuve du théorème 2 à partir de choses connues. Mais de mon point de vue, il est aussi intéressant de s'intéresser, enfin vraiment de présenter un peu le théorème de Jang sur la répartition des nombres premiers dans les progressions arithmétiques. Et donc ce que je vais essayer de montrer, c'est en fait l'origine commune de ces deux théorèmes et un des ingrédients communs qui en fait est un ingrédient fondamental en théorétique des nombres qui n'est pas forcément très connu des non-spécialistes, qui est l'efficacité des décompositions en forme bilinéaire. Donc je vais essayer de présenter quelques idées de la démonstration de ces deux résultats en utilisant un peu ce point de vue des formes bilinéaires comme point commun. Alors tout d'abord, un diagramme pour un peu expliquer. Donc j'ai dit il y a une origine commune, en fait il y en a deux. Donc il y a d'une part les formes bilinéaires, dont je parlerai plus tard. Et surtout, il y a la méthode de Goldstone-Pins et Yildirim, qui avait étudié les écarts entre nombres premiers successifs, il y a maintenant presque une dizaine d'années, et qui avait introduit une méthode qui amenait à des preuves conditionnelles du théorème 1. Le théorème 1 seulement. Donc, si on veut faire un diagramme, il y a donc GPY, c'est Goldstone, Pins et Yildirim, environ 2004.
Donc ce qu'ils avaient obtenu, c'est une preuve conditionnelle du théorème 1, conditionnelle à une hypothèse que je présenterai un peu plus tard, et où grosso modo, la question essentielle qui se présente, c'est de montrer qu'une certaine quantité est assez grande, et cette quantité se présente, comme assez souvent en théorétique des nombres, comme un terme principal et un terme de reste. Donc Tp plus Tr. Et le point de vue conditionnel, c'est que lorsque le terme principal est assez grand pour avoir le théorème 1, on ne sait pas que le terme de reste est vraiment un terme de reste. Et réciproquement, quand on sait que le terme de reste est un terme de reste, plus petit que le terme principal, on ne sait pas ce que ça implique concernant le théorème 1. Donc à ce moment-là, il y a deux options. Donc le problème, c'est montrer que le terme principal est vraiment plus grand que le terme de reste. La nature de ces deux termes apparaîtra un peu plus tard. Et donc si on se dit qu'on est presque arrivé, donc la méthode de Golson-Pin-Sildirim, ce qui est important aussi, c'est qu'elle échoue tout juste, avec ce qu'on savait à l'époque, le théorème de Bombieri-Vinogradov. Donc on peut se donner, suivant la façon dont on aime travailler, on peut essayer de se dire, soit je vais essayer d'améliorer le terme de reste, donc diminuer TR, c'est-à-dire obtenir une meilleure estimation que ce que savait faire Golson-Pin-Sildirim, et c'est ça qu'a fait Zhang, en utilisant largement des techniques inspirées par ces travaux dont j'ai parlé de Fouvry-Ivagnetz, Bombieri, Friedlander, Ivagnetz. Donc certaines des idées apparaissent là. Et par contre, ce qu'a fait Ménard, il a laissé le terme de reste tel qu'il était dans l'état de Golson-Pin-Sildirim, mais il s'est aperçu qu'on pouvait améliorer considérablement le terme principal. Donc on peut rendre le terme principal plus grand en changeant un tout petit peu certains des paramètres. Donc sachant dans la situation de Golson-Pin-Sildirim, on est presque en état d'équilibre, Tp égale Tr, on gagne un tout petit peu sur le terme principal, et ça donne le théorème 1, sans avoir besoin de plus sur les nombres premiers dans les progressions arithmétiques que ce que savait Golson-Pin-Sildirim. Et il s'avère que ce qu'il arrive à faire comme modification du terme principal devient tellement plus grand que ça implique le théorème 2. Donc ça c'est Ménard, et ça donne le théorème 2. Et là, l'analogue un peu des énoncés de l'input de Fouvry-Ivagnetz ou Bombieri-Friedlander-Ivagnetz, c'est le théorème de Bombieri-Vinogradov. Ou si on préfère utiliser l'hypothèse de Riemann, pour la méthode de Ménard, on peut utiliser l'hypothèse de Riemann généralisée à la place, ça donne exactement les mêmes conclusions. Mais évidemment, le théorème de Vinogradov permet de se dispenser d'une hypothèse encore non démontrée. Alors, il semble que certains des résultats de Ménard, Tao a également réussi à faire des calculs similaires un petit peu après, avant que Ménard n'ait publié son préprint. Okay. Donc, je vais commencer par un rappel sur la méthode de Golson-Pin-Sildirim. Ce qui permettra de voir apparaître ces deux termes principaux et termes de reste de manière claire et de voir où est le problème et en particulier pourquoi les nombres premiers dans les progressions arithmétiques sont l'ingrédient essentiel qu'il faut comprendre afin de passer du conditionnel à l'inconditionnel. Donc la méthode de Golson-Pin-Sildirim est la suivante, donc elle est très ingénieuse. Donc on se donne un m-uplet un petit peu comme dans le théorème 2, donc on se donne un entier m. Alors, il vaut mieux pas l'appeler M parce que ça ne va pas être le même M. Donc, on se donne un entier positif que je vais appeler K. Et un K-uplet dit admissible, c'est-à-dire, donc ce sont des entiers positifs que je choisis croissants, par exemple, en particulier distincts, et qui ont la propriété qu'il est concevable que n plus h1, n plus h2 jusqu'à n plus hk soient tous premiers infiniment souvent. Ce qui veut dire que pour tout nombre premier P, si on regarde la réduction des HI modulo P, donc c'est un ensemble de O plus K entier modulo P, il faut que cet ensemble de réduction ne recouvre pas toutes les classes de congruence modulo P.
Donc, cet ensemble n'est pas égal à Z mod PZ. Donc évidemment, quand P est assez grand, c'est automatique, mais quand P est petit, c'est une condition qu'il faut étudier. Et un exercice ou un exemple, c'est de vérifier que pour tout K supérieur ou égal à 1, il existe au moins un tel KUP. En fait, il en existe beaucoup, mais c'est important pour la méthode à la fois de Zhang et de Ménard qu'il en existe pour tout K assez grand. Bon, et ce n'est pas un exercice difficile, mais il faut quand même le dire. Alors... Donc il y a la conjecture à ce moment-là qui existe concernant ces KUplets, que l'ensemble des entiers n pour lesquels tous les translatés de n par h1 jusqu'à hk sont à tous premiers, cet ensemble devrait être infini. Et en fait, Goldson, Pintz et Ildirim ont eu l'idée d'attaquer une approximation où dans ce KUplet, on essaye de trouver deux nombres premiers. Donc la remarque évidente, c'est que si l'ensemble des n entiers positifs tels que l'ensemble n plus h1 jusqu'à n plus hk contient au moins deux nombres premiers. Donc si cet ensemble est infini, alors forcément on trouve tout de suite que la liminf des écarts successifs entre nombres premiers quand n tend vers l'infini, pour tout entier n pour lequel cette condition est vraie, on a deux nombres premiers qui ne sont peut-être pas successifs, mais deux nombres premiers successifs entre les deux auront une distance au plus hk moins h1. Donc si on arrive à montrer que cet ensemble est infini pour un KUplet fixé, quelle que soit la valeur de k, on obtiendra le théorème 1. Et si l'ensemble, appelons-le x indice h, souligné comme, ou h souligné le KUplet, si x indice, alors ça ne va pas marcher. Excusez-moi. Si l'analogue est vrai avec les deux nombres premiers remplacés par m nombres premiers, disons m plus... Oui, par m, pas de décalage, à ce moment-là, on obtiendrait le théorème 2, pourvu que ce soit vrai pour tout m. Arbitraire, mais fixé, alors le théorème 2 suit. Donc c'est comme ça que procédait Goldson, Pintz, Ildirim, c'est comme ça qu'a procédé Zhang et c'est comme ça qu'a procédé Ménard. Donc la façon maintenant de détecter une telle condition n'est pas forcément évidente, en fait elle est très délicate. Elle est évidente une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, mais elle n'est pas du tout facile à trouver. Donc l'idée de Goldson, Pintz, Ildirim peut se présenter de la manière suivante. Donc ils associent, donc on regarde un entier grand N qui va tendre vers l'infini, et on considère deux quantités associées à... Le KUplet est fixé, donc je devrais peut-être le dire, j'aurais dû le dire avant, mais on fixe, dans toute la suite, on va fixer le KUplet, vérifiant la condition d'admissibilité, et plus loin, on obtiendra des conditions où certaines quantités doivent être strictement positives, et elle le sera dès que K est assez grand. Donc on travaille a priori pour un K quelconque et un KUplet admissible quelconque, et les énoncés à la fin sont valides pour tout K assez grand. Donc on regarde les deux sommes suivantes. Donc la première fait intervenir des paramètres E de n supportés sur les entiers entre grand N et 2 grand N, multiplié par log de 3 grand N, et la seconde considère la même somme, mais pondérée par essentiellement la fonction caractéristique des nombres premiers. Alors, il faut que je vous dise ce que sont ces choses. Donc, E de n sont des
réels à notre disposition, dont le choix va être toute la difficulté et toute la subtilité de la chose, sont des paramètres. Et θ, donc θ d'un entier n, c'est soit log p si n est premier et 0 sinon. Donc on se donne ces deux quantités. Donc la première, si on pense d'abord à E de n comme étant égal à 1, c'est juste compter les entiers dans cet intervalle, multiplié par un log. Et là, on compte, pour chacun des shifts hi, combien il y a en fait de nombres premiers. Et le choix de E de n va être fait tel qu'on a quelque chose de plus subtil que ça. Afin d'arriver à la conclusion suivante. Donc si pour un n assez grand, disons n plus grand qu'un n0, qui a le droit de dépendre de h, il existe des E de n tels que la quantité Q2, alors Q2 c'est celle qui est, oui, est strictement plus grande que la quantité Q1, où Q2 et Q1 représentent ces quantités évaluées pour ce choix de E de n. Donc je suppose que pour tout entier grand N assez grand, je peux trouver des E de n, définis entre grand N et 2 grand N, tels que la quantité Q2 qui compte un peu des nombres premiers est strictement plus grande que la quantité Q1 qui compte juste les entiers. Alors, il existe, donc pour tout grand N assez grand, pour les mêmes valeurs de grand N, il existe un entier petit n entre grand N et 2 grand N, tel que l'ensemble n plus h1 jusqu'à n plus hk contient au moins 2 nombres premiers. Et à vrai dire, ce n'est pas forcément le même n0, n'0. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il faut que log 3n soit plus grand que n plus hk. Ce qui pourrait ne pas être toujours vrai. Et la raison, c'est très simple, c'est que si cet ensemble contient 0 ou un nombre premier, à ce moment-là, la somme des θ de n plus hi est inférieure ou égale à 1. Et si ça, c'est vrai pour tout n entre grand N et 2 grand N, à ce moment-là, la quantité Q2 va être inférieure ou égale à Q1. Donc si cet ensemble a O plus 1 nombre premier, pour tout, donc si pour tout n entre grand N et 2 grand N, on a ça, alors Q2 va être inférieur ou égal à le θ va être au plus log de 2 grand N plus hk. La somme des θ, il y aura toujours au plus un terme. Le θ, c'est au plus log de son argument. Et l'argument, c'est au plus 2n plus hk fois la somme des E de n, qui sera strictement inférieure à Q1. Oui, donc implicitement, j'utilise le fait que si tous les En sont nuls, alors il y a égalité. Sinon, ce ne serait pas correct. Et de même, si Q2 est plus grand que, par exemple, 2 fois Q1, ça voudrait dire qu'il y a au moins 3 nombres premiers. Donc, si Q2 est strictement plus grand que M fois Q1, alors on trouve, alors je devrais l'appeler M', M' plus 1, nombre premier.
Donc l'objectif est donc le suivant. On veut trouver pour tout n assez grand des coefficients E de n qui ont cette propriété que Q2 est plus grand que Q1. Donc là, par exemple, on s'aperçoit que si on prend E de n égale à 1, on n'a aucune chance, parce qu'il y a moins de nombres premiers que d'entiers dans un intervalle, asymptotiquement. Ou même toujours, d'ailleurs. Et donc, il faut que les E de n aient des propriétés, au moins, de cribler et de commencer à sélectionner des entiers n qui sont presque premiers. Donc, il faut que les E de n, en quelque sorte, présélectionnent des entiers presque, peut-être pas exactement premiers, peut-être avec peu de facteurs premiers, mais quelque chose comme ça. Tout simplement parce qu'on pense que les E de n sont essentiellement bornés, il faut penser essentiellement comme des fonctions caractéristiques d'un certain sous-ensemble, et si cet sous-ensemble est très dense, contient presque tous les entiers, il n'y a aucune chance d'arriver à la conclusion. Donc il faut avoir quelque chose qui commence déjà à sélectionner des nombres presque premiers. Donc ça amène aux méthodes de crible. Et la méthode de crible qui est la plus adaptée ici, c'est plus ou moins le crible de Selberg. Donc influencé par les idées de Selberg, qui en fait étaient vraiment pas très loin de tomber sur cette idée déjà dans les années 70. Goldson, Pintz et Yildirim ont fait le choix suivant. Donc on prend d'autres paramètres lambda d. On va faire une somme sur les diviseurs d de n plus h1 fois n plus h2, n plus h1 fois n plus h2 jusqu'à n plus hk. Et on veut prendre des diviseurs qui ne sont pas trop grands, donc je vais prendre d plus petit que inférieur ou égal à grand R, où grand R, ce sera n puissance θ, et θ sera un nombre strictement positif fixé. Donc on verra que le paramètre θ est crucial. Au début, vous pouvez penser, on essaye de le faire avec θ égale à 1/10, par exemple. Donc les lambda d sont maintenant des nombres réels quelconques, avec lambda 1 égale à 1. C'est une normalisation classique qui en fait n'est pas très importante ici. Et si vous voulez essayer d'avoir quelque chose en tête, bon, je vais donner des exemples plus tard. Donc ça, c'est la forme qu'utilisait Selberg pour faire du crible. Et son idée, c'était que dans cette condition, ou dans des conditions similaires, souvent ce qui était difficile à obtenir, c'était à la fois de présélectionner des nombres presque premiers et d'assurer que le poids E de n soit pas négatif. Parce que plus ou moins ce qu'on a envie de prendre, c'est des choses reliées avec la fonction de Möbius, et la fonction de Möbius, elle change de signe. Donc quand on a des sommes avec la fonction de Möbius, c'est très dur de s'assurer qu'elles ne sont pas négatives. Et donc l'idée de Selberg, c'était, si je prends n'importe quoi, mais que je le mets au carré, du moment que le n'importe quoi est réel, au moins cette condition de positivité, elle sera valide. Donc c'est ça qu'ont repris Goldson, Pintz et Yildirim. Donc maintenant le choix devient celui des lambda d. Mais avant d'essayer de dire un peu ce que sont les lambda d, on peut tout de suite, à partir de là, voir émerger donc les termes principaux, les termes de reste, et le problématique des nombres premiers dans la progression arithmétique. Donc pour ça, regardons la quantité Q2, qui est la plus difficile. La quantité Q1 est plus facile à traiter. Donc si je prends ce choix, donc j'ai une somme sur n, j'ai mon E de n, et j'ai la somme qui compte les nombres premiers. Et donc on fait la chose habituelle en termes de type de nombre, on échange l'ordre des sommes. Donc d'abord je mets la somme sur i à l'extérieur. Donc pour chaque i, je dois compter E de n avec le poids correspondant à n plus hi étant premier. Je remplace E de n par cette somme de diviseurs.
Donc appelons f de n le polynôme qui correspond. Donc f c'est x plus h1 fois x plus hk. Donc c'est un polynôme qui dépend du k-uplet, mais le k-uplet est fixé. Donc on continue, on développe le carré. Donc ça va me faire la somme sur deux diviseurs d et e de f de n, et j'ai lambda d, lambda e. Et maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 sommes, et je mets la somme sur DE avant la somme sur N. Je garde la somme sur I à l'extérieur, puisque le I, en quelque sorte, on voit bien que ces sommes-là, un HI ou un autre ne va pas faire une grosse différence, a priori, parce que les entiers shiftés, qu'ils soient premiers avec un H1 ou avec un H2, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc j'obtiens quelque chose qui vaut la somme sur I, de la somme sur D et E. Alors maintenant que j'ai échangé la somme, je ne peux pas dire qu'il divise f de n, parce que f de n va venir plus tard. Ce que je peux dire sur D et E, c'est qu'ils sont tous les deux plus petits ou égaux à R. Donc R est ce paramètre de taille dans le crypte de Selberg. Mais maintenant, ce qui reste, c'est, alors j'ai lambda D, lambda E. Et il me reste la somme sur les entiers dans un intervalle de taille grand N, tel que n plus hi soit premier, et tel que le ppcm de d et de e divise n. Là, j'avais d divise f de n. Pardon. J'avais d divise f de n, que j'écris comme f de n congru à 0 modulo d. F de n est aussi congru à 0 modulo e, donc il est divisible par le ppcm. Alors... Donc maintenant, la somme à l'intérieur est en fait une somme qui est périodique modulo le ppcm de D et de E. Et donc, le total vaut la somme sur I, la somme sur D et E, lambda D, lambda E, et je vais avoir une somme sur les racines alpha modulo le ppcm du polynôme f de la somme des nombres premiers, enfin des nombres qui est n, tels que n est congru à alpha modulo d. Okay. Donc si θ c'était vraiment littéralement la fonction caractéristique du nombre premier, ce serait modulo le shift. Je serais en train de compter les nombres premiers entre grand N et 2 grand N, tels que n est congru à h plus alpha plus hi modulo DE. Donc pour chaque alpha fixé, ça, cette somme à la fin, donc c'est une fonction de comptage, donc compte les nombres premiers dans une certaine classe modulo DE. Voilà. Donc là, on sait à peu près ce à quoi il faut s'attendre. D'après le théorème de Dirichlet, donc on s'attend à ce que si la classe, donc la somme des entiers n, donc je change un tout petit peu les notations, entre deux antennes, entre grand N et 2 grand N, tel que n soit congru à un certain A modulo Q, de θ de n. Donc implicitement, je remplace n plus hi par n pour éviter de traîner ce n plus hi. Donc ça devrait être grand N divisé par phi de Q. Donc si A est premier avec Q. Plus un terme de reste que je vais noter E de N QA. Avec un terme de reste qui doit vraiment être petit.
Et toute la subtilité, c'est de savoir en quel sens il est vraiment petit. Donc le théorème de Dirichlet de la progression arithmétique dit que E de NQA est petit o de n si, je pense à Q, si Q est fixé, A est fixé, et n tend vers l'infini. Petit o, ça veut dire il existe grand n0 tel que pour n supérieur à n. Pour tout epsilon strictement positif, il existe grand n0 tel que, etc. etc. Donc c'est un énoncé qui s'intéresse uniquement à n tendant vers l'infini pour Q et A fixés. Alors, on voit tout de suite que nous, on n'est pas du tout dans cette situation-là. C'est-à-dire que le théorème de Dirichlet peut au plus servir à avoir une idée de ce qui va se passer, parce que là, on a alpha qui varie. Alpha varie parmi toutes les racines modulo ce PPCM du polynôme f. Le polynôme f est de degré k, donc en général, il peut y avoir beaucoup de racines. Et ce qui est beaucoup plus important, le PPCM lui-même, évidemment, n'est pas fixé. Il varie avec D et E jusqu'à R, donc le PPCM qui sert lieu de module, donc Q, ça va être le PPCM de D et de E, et inférieur ou égal à R carré, qui est n puissance 2θ. Donc n tendant vers l'infini, le module tend lui aussi, a priori, avec l'infini. Le module n'est pas contrôlé quand n tend vers l'infini. Il faut savoir des choses sur ce E de NQA uniformément par rapport à Q. Donc le problème, c'est l'uniformité par rapport à Q et A. Et c'est là toute la difficulté de cette méthode. Donc là, en fait, j'en suis presque toujours, toujours à la méthode de Goldson-Pitts-Yildirim. Donc je vais devoir maintenant accélérer un peu et ne plus donner autant de détails sur cette méthode-là, pour passer au résultat de Jean Guéménard à proprement parler. Donc ce qu'on fait, Goldson-Pitts-Yildirim, donc ils ont exhibé des lambda D tels que Q2. Donc les lambda D permettent de définir les E permettent de définir Q1 et Q2, et avec les lambda D qu'ils ont trouvés, Q2 est strictement plus grand que Q1, pour tout n assez grand, sous une hypothèse, qui est la chose suivante, il faut que... Donc la façon la plus simple de l'énoncer, c'est de manière uniforme. Ça n'est pas nécessaire pour ce qu'ils ont besoin, mais c'est la façon peut-être la plus simple de l'expliquer. Il faut que E de NQA soit grand O de... alors la borne triviale, c'est N sur Q. Et on veut gagner log N à une puissance arbitraire. Donc pour tout grand A supérieur ou égal à 1, E de NQA doit satisfaire cette condition pour... tout grand n, disons supérieur ou égal à n0, q inférieur ou égal à n puissance 1,5 plus un delta. Donc s'il existe un delta strictement positif, tel que, et tout a modulo q inversible. Donc autrement dit, dans le théorème de Dirichlet, il faut que le terme de reste soit négligeable par rapport au terme principal, uniformément pour un module qui doit être plus petit un peu plus que la racine carrée de la longueur du nombre d'entiers qu'on est en train de compter. Et ce qui est absolument crucial, c'est ce delta strictement positif. Donc en fait, ils ont besoin de quelque chose de plus faible, mais ce serait là. Si cet énoncé était connu, donc cet énoncé est conjecturé au moins pour un delta strictement plus petit que 1,5. Si cet énoncé était connu, il permettrait de démontrer très rapidement le théorème 1. Alors, que sait-on? Alors déjà, on ne connaît pas, appelons étoile, θ, delta, cet énoncé.
Donc delta, c'est le paramètre vraiment important. C'est la chose qui vous dit à quel point vous pouvez aller au-delà de n puissance 1,5. Donc premièrement, l'hypothèse de Riemann généralisée implique étoile 0, que strictement parlant, je n'ai pas défini. C'est l'énoncé où le n est un tout petit peu plus petit que, je devrais dire, moins epsilon pour tout epsilon strictement positif. Donc juste en dessous de n puissance 1,5, ça découle de l'hypothèse de Riemann généralisée de manière essentiellement immédiate. 2. Le théorème de Bombieri-Vinogradov implique, en une certaine façon, la même chose que GRH, mais en moyenne, sur les Q qui sont concernés, Q inférieur ou égal à n puissance 1,5 plus moins epsilon, mais pour tout uniformément par rapport à A. À la classe de congruence modulo Q. Donc autrement dit, si la méthode de Goldson-Pin-Sildirim obtenait la même conclusion en permettant un delta aussi infinitésimal qu'on veuille, mais strictement négatif, donc honnêtement un contrôle jusqu'à n puissance 1,5 moins un petit quelque chose, à ce moment-là, soit l'hypothèse de Riemann, soit même Bombieri-Vinogradov suffirait. Parce qu'en fait, cet énoncé en moyenne suffit pour faire marcher la méthode de Goldson-Pin-Sildirim, comme on peut le deviner par le fait qu'on a des sommes sur D et E, et on n'a pas à majorer vraiment individuellement pour un module donné, on a juste une moyenne sur les modules. Donc je peux déjà dire ce qu'a fait Ménard. À ce moment-là, c'est la chose la plus facile. Donc ce qu'a fait Ménard, c'est qu'il a remplacé les lambda D donc le terme principal et le terme de reste, ils apparaissent quand on remplace la somme sur les nombres premiers par ce que prédit le terme de Dirichlet plus le E de NQA. Et si ensuite on évalue le terme principal qui est la somme des lambda D lambda E fois n sur phi de Q, dans ce cas-là, avec la méthode de Goldson-Pin-Sildirim, on obtient cette conclusion. Donc je vais peut-être dire maintenant ce qu'a fait Ménard, parce que je risque de ne pas avoir le temps après. Donc c'est un petit peu antichronologique. Donc il a changé les E de n de la manière suivante. Au lieu de prendre des lambda D, il prend des lambda paramétrés par un KUplé D1 DK, où DI divise n plus HI. Donc il y a plus de somme, plus de flexibilité dans les paramètres, et il impose quand même que le produit soit toujours inférieur ou égal à grand R, où grand R c'est toujours n puissance θ. Et là, à ce moment-là, son jeu, c'est de trouver les lambda D1, D2, D3, etc., dk optimales, de façon à ce que ça marche. Donc, et ce qu'il trouve, c'est que le terme principal pour K assez grand, et tout grand N supérieur ou égal à un grand N0 dépendant du KUplé, assez grand pour remplacer la condition conditionnelle de GPY par sa variante où en quelque sorte le delta est remplacé par un réel négatif. Et donc autrement dit, il peut appliquer le théorème de Bombieri-Vinogradov sans avoir à essayer d'améliorer le terme de reste. Et ce qui donc est vraiment surprenant, c'est qu'une fois que, quelque sorte, c'était déjà vrai avec la méthode de GPY, c'est-à-dire que si on savait qu'est-ce qu'il fallait faire, c'était facile de vérifier que ça marchait. Et là, c'est pareil. Une fois qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire, c'est, comme je dis, du niveau de master M2 de théorétique des nombres, de vérifier que ça marche et que ça donne le théorème de Ménard.
La difficulté, la subtilité, c'était de penser à ça. Et il semble, de nouveau, que Selberg a vaguement mentionné la possibilité d'utiliser de tels choix dans d'autres problèmes dans ces collected works. Oui? Mais quelles sont les normes données dans ce cas-là? Vous voulez vraiment que je les écrive? C'est un peu compliqué. Je peux les écrire. Donc les lambda qui va. Alors, donc on peut prendre. Ça ne va pas être extrêmement. Enfin bon, vous l'avez voulu. Hein. Alors déjà, on veut que tous les DI soient sans facteur carré et on multiplie par la fonction de Möbius. Bon, ça c'est relativement. Ensuite, il y a un facteur de normalisation dont on pourrait se dispenser mais qui est pratique, donc la taille des DI. Et la chose importante, c'est grosso modo, donc là, je vais vous enlever une somme qui n'est pas forcément indispensable. On va avoir 1 sur phi de D1. Donc ça, c'est la fonction de l'air, c'est aussi plus ou moins des normalisations. Et ensuite, ce qui est important, c'est une fonction qui est à notre disposition, évaluée en les logs de DI sur log de R. Donc f est une fonction de k variable prise entre 0 et 1, positive ou nulle, supportée sur le simplex. Donc supportée sur la somme des TI inférieure ou égale à 1. Oui, le choix de f, un choix de f qui donne les conclusions du théorème 2 est dans le texte, avec essentiellement une démonstration que ça marche si on admet la forme des termes de principaux et termes de reste, dont je n'ai pas reproduit la preuve. Hein, et la méthode de Goldson-Pinsil-Dirim reviendrait à faire ça essentiellement avec f dépendant que de la somme des TI. F de T1 plus T2 jusqu'à TK. Donc ça permet de voir clairement qu'il y a plus de choix, au moins dans la méthode de Ménard. Okay, donc je reviens à Jang. Donc Selberg, il semble, avait pensé déjà à l'éventualité de pouvoir utiliser ce genre de généralisation du crypte de Selberg, mais ne l'avait pas utilisé en pratique. Alors, donc, qu'est-ce qu'a fait Jang? Donc, la motivation, qui est la même motivation que tout le monde avait après Goldson-Pinsil-Dirim, enfin, c'est pas le seul à avoir essayé de tirer quelque chose de GPY, c'est que, comme je l'ai dit, donc Fouvry-Ivagnette, puis Bombieri-Friedlander-Ivagnette, avaient déjà démontré des énoncés qui ressemblent beaucoup à ce qu'on veut. Alors, je ne vais pas les énoncer de façon complètement précise, puisque je commence à manquer de temps, mais grosso modo, contrôlant, c'est-à-dire donnant des majorations du bon ordre de grandeur pour les termes de reste, avec les restrictions suivantes. Donc, le module Q va jusqu'à une puissance un peu plus grande que 1,5 de n, donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc Q est inférieur ou égal à n puissance 1,5 plus 1 delta, où delta est strictement positif. Par exemple, la version la plus forte, Bombieri-Friedlander-Ivagnette, on a 1,5 plus delta, n'importe quel entier strictement plus petit que 4/7, n'importe quel réel plus petit que 4/7, pardon. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Mais par contre, la classe A est fixée ou presque. Donc il y a des énoncés où il y a un peu de liberté d'uniformité sur la classe A, mais il n'y a pas la liberté qui est nécessaire pour le théorème, pour la méthode de GPY.
Hein, et donc ça, c'est un problème. Donc dans le texte, je donne une référence à où se trouve dans les travaux, soit de Fouvry-Vagnette, soit de Bombery-Friedlander-Vagnette, le moment où ce genre de conditions intervient. Donc ce que fait Jank, c'est plus ou moins, il commence à suivre ce que font Fouvry-Vagnette ou Bombery-Friedlander-Vagnette, et au moment où il faut utiliser dans les textes originaux que A est fixé ou pas, il ne peut plus se le permettre, donc il doit contourner. Alors il contourne de la manière suivante, très grossièrement. Donc la stratégie est entièrement basée sur le principe des formes bilinéaires. Enfin, entièrement, c'est l'ingrédient peut-être le plus essentiel. Donc la stratégie qui est celle de Fouvry-Vagnette aussi et de Bombery-Friedlander-Vagnette, c'est la suivante. Donc utiliser les décompositions combinatoires de la fonction de von Mangold, c'est-à-dire essentiellement de la fonction de von Mangold, qui est plus ou moins la même chose que la fonction lambda, sauf qu'elle vaut aussi log P si n est une puissance d'un nombre premier, au lieu d'être juste supportée sur un nombre premier. Ça n'a aucune importance dans l'implémentation de la méthode. On peut remplacer θ par lambda dès qu'on sait qu'on arrive au terme de reste dans les problématiques des nombres premiers dans la progression arithmétique, parce qu'il y a peu de puissance de nombres premiers. Alors, quelles sont ces décompositions combinatoires? Donc, c'est une idée qui remonte à Vinogradov, pas au même, l'ancien Vinogradov. Alors, je ne sais jamais l'ancien si c'est AI ou IM, Fouvry. IM. Voilà, et l'autre, celui de Bombery-Vinogradov, c'est AI Vinogradov. Méthode qui a été ensuite utilisée et généralisée par Linick, Vaughan. Et la méthode la plus flexible à l'heure actuelle, c'est probablement celle de Hills-Brown. Et grosso modo, ce que ça permet de faire, ça permet de partir d'un problème du type une somme sur les nombres premiers, où K de n peut être quelque chose d'a priori arbitraire. Donc on veut estimer ce type de somme. En général, on ne sait pas faire grand-chose. Ce que fait la méthode de Vinogradov et sous ses formes les plus récentes, ça permet de la remplacer. Donc on veut majorer une telle somme et ça permet de remplacer par des sommes auxiliaires qui sont des combinaisons linéaires de sommes du type suivant. Alors ces sommes vont paraître très compliquées. Mais ensuite, je vais essayer d'expliquer pourquoi, en fait, le fait de remplacer quelque chose qui s'écrit en une dizaine de caractères au tableau par quelque chose qui va prendre tout le reste du tableau est en fait un gain. Alors, donc on a une somme d'abord sur grand J entier N1 jusqu'à N grand J. Donc grand J sera un paramètre. Ensuite, une somme sur grand J entier M1 jusqu'à MJ. Ensuite, on a... Donc ces variables n viennent avec des fonctions alpha1 de n1, alpha j de nj. Les variables m viennent avec des fonctions v, vj de mj. Voilà, donc jusque-là, il n'y a rien qui ressemble à la somme originelle. Donc alpha1 de n1 fois alpha2 de n2 fois alpha3 de n3 jusqu'à alpha j de nj, c'est un produit, multiplié par V1 de M1 multiplié par... Voilà, pardon. C'est parce que là, je commence à manquer de place. Et K de N1 fois N2 fois NJ fois M1 fois M2 fois MJ. Donc la fonction K qu'on essaye de sommer sur les nombres premiers, vous pouvez penser à K de N égale à 1 pour commencer. On veut compter les nombres premiers avec grande précision. Et à ce moment-là, elle apparaît ici.
Alors, quels sont ces paramètres? Alors, où donc J est un entier positif, est un paramètre libre. On peut le choisir comme on veut, à disposition. Les alpha i sont des fonctions a priori arbitraires, mais pas trop grandes. Donc, il faut y penser comme bornées par des fonctions de diviseur ou des puissances de logarithme. Je peux vous dire exactement ce que ça veut dire, mais... Et alors, s'il n'y avait que ça, les NI, on ne pourrait rien en dire. On somme des fonctions arbitraires sur des entiers arbitraires, on est perdu. Par contre, on sait que les NI sont inférieurs ou égaux à un grand NI, qui lui est plus petit que n puissance 1 sur j. Donc là, le support des variables n peut être très petit. Vous pouvez penser à j très grand. Dans le théorème de Jang, il va prendre j égale 10. Donc à ce moment-là, les alpha i sont peut-être arbitraires, mais ils ne sont pas trop grands, et ils ne sont pas sur un support très très grand. Donc si on somme trivialement sur une des variables alpha, alpha de n, on va obtenir quelque chose de petite taille, quand j est grand, et les fonctions vi sont lisses. Ce sont des fonctions lisses à support compact, disons sur x entre grand MI et 2 fois grand MI. Et là, ces variables, les longueurs sont presque arbitraires, sauf que le produit des longueurs de toutes les variables est égal à la longueur initiale. Donc c'est ça la relation essentielle entre cette somme qui a l'air simple et cette somme qui a l'air compliquée. Donc on a remplacé une seule variable par beaucoup de variables. Donc le gain, c'est qu'en théorétique des nombres, plus on a de paramètres, souvent plus on peut travailler, changer les sommes, les réorganiser de manière intelligente. Quand on a une seule variable, c'est difficile de la réorganiser, elle reste comme elle est. Là, on l'a a priori explosé en 2j, ce qui peut être un gain. Les alpha i, on ne peut pas en dire grand-chose, sauf qu'elles ne sont pas très grandes et que leur support est contrôlé. Et les vi sont des fonctions très jolies, donc il faut y penser essentiellement comme des fonctions caractéristiques de ces intervalles, éventuellement un peu lissées pour que la transformée de Fourier soit jolie. Et ensuite, le cas de N1, N2, Nj. Donc, intuitivement, si on oubliait les alpha et les v, on a remplacé la fonction lambda par une fonction de comptage des diviseurs multiples de n. Hein? Alors, j'ai presque fini. Alors, du coup, je vais pouvoir utiliser le dernier tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? Donc, le gain, c'est la flexibilité. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un gain en ayant fait quelque chose comme ça? Donc, je peux l'illustrer de façon simple. Groupons les deux j variables, pensez à j très très grand, j égale 10 ou 1000, en deux blocs. Donc les grouper, ça veut dire que je remplace, je vais avoir un premier bloc qui correspond à certains NI, I dans S, MJ, J dans T, et je prends les facteurs correspondants. V de MJ, et bêta égale... Donc, produit DNI fois... Pardon, excusez-moi, là, ça devient visible. Donc, les alphas, je regroupe un certain bloc. Et j'appelle n la variable qui s'obtient en remettant ensemble tous ces blocs. Et bêta, c'est la même chose avec le reste. Donc, c'est la somme sur NI, I n'appartenant pas à S, MJ, J n'appartenant pas à T, même condition, essentiellement la même chose. Donc, que devient la somme de Hilsbrand, la somme type de Hilsbrand? Elle devient beaucoup plus simple. Elle devient somme de alpha m, bêta n, alpha n, bêta m, pardon, k de mn. Somme sur m, somme sur n.
Il y a grand J variable n. J'en prends certaines, je les mets dans alpha. Et les autres, je les mets dans bêta. Il y a grand J variable m. Celles dans T, je les mets dans alpha. Et les autres, je les mets dans bêta. Donc là, ce que j'écris, c'est juste une réécriture combinatoire en mettant certaines variables ensemble et en regardant quel est le poids correspondant à cette variable. Et alors, ce qui est important dans ce truc-là, donc ça, c'est une forme bilinéaire en alpha et bêta. Que sait-on sur les alpha et bêta? Rien. Sauf qu'ils ne sont pas très grands, et on sait à peu près où est leur support. Qu'est-ce qu'on peut dire sur une forme bilinéaire comme ça, quand on ne sait rien sur les vecteurs, sauf leur support et leur taille? On peut dire que la valeur absolue est majorée par la norme de la forme bilinéaire, fois la norme du vecteur alpha, fois la norme du vecteur bêta. Donc ceux-là, on les connaît. Enfin, ils sont au moins bornés par quelque chose de pas trop grand. Et la question, c'est est-ce qu'on peut dire des choses sur la norme de la forme bilinéaire? Donc c'est très surprenant, mais cette idée très simple, dans beaucoup de cas, s'avère donner des résultats qui sont hors de portée, par exemple, des méthodes des fonctions L, qui est ce qu'on pourrait penser en premier abord comme étant la manière d'aborder les sommes sur les nombres premiers. Donc, et pourquoi? Parce que, par exemple, donc il y a énormément de méthodes pour attaquer les formes bilinéaires. Je vais juste écrire l'inégalité la plus simple, qui est suffisante, par exemple, pour démontrer l'inégalité dite du grand crible, qui n'est pas suffisante pour aucun des choses que je viens de dire, mais qui est un peu le point de départ. C'est que la norme de la forme bilinéaire au carré est majorée par le maximum sur n1 de la somme sur n2 de la valeur absolue de la somme sur m de k de mn1 conjugué de k de mn2. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de bien là? C'est qu'au départ, on a des coefficients alpha et bêta arbitraires. Et là, on a un problème qui se ramène à savoir des choses sur k. Donc, on part d'une somme sur les nombres premiers, où la difficulté, a priori, c'est les nombres premiers. Et là, sa difficulté devient de savoir des choses sur la fonction qu'on somme, la fonction k. Donc, dans beaucoup de cas, on arrive à dire des choses sur ces sommes-là, où il n'y a plus du tout de nombres premiers, c'est clair, et qui permettent de démontrer énormément de théorèmes de théorétique des nombres. Alors, par exemple, vous pouvez vérifier assez facilement, juste avec ce que j'ai dit, que donc si je prends k de n égale un caractère de Dirichlet, alors cette méthode-là, la méthode de Vinogradov, ne marche pas. Parce que ki de mn1, ki de mn2 conjugué, ça va juste être indépendant. Le m va disparaître et ce maximum va être beaucoup trop grand. Mais par exemple, si vous prenez k de n égale ki de n plus 1, ça marche. Et si on applique cette méthode à ce cas-là, on obtient un énoncé, qui est un des premiers énoncés démontrés par Vinogradov, qui va au-delà de l'hypothèse de Riemann généralisée, en ce sens qu'en utilisant la périodicité du caractère, on n'arrive pas à le démontrer avec l'hypothèse de Riemann généralisée, mais on y arrive en relativement peu d'efforts en utilisant des résultats faciles sur les sommes sur les corps finis. Voilà, je vais m'arrêter là. Y a-t-il des questions? La contribution de Zhang dans la dernière partie, je ne crois pas que tu as eu le temps de... Non, là, j'ai vraiment pas eu le temps. Alors, donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est que si on essaye de faire ça, c'est-à-dire de suivre cette idée des formes bilinéaires en utilisant les points de départ de Fouvry-Vagnetz, Bongler, Friedlander-Vagnetz, mais en tenant compte du fait que la classe de congruence, on ne peut pas se permettre de dire que le résidu est fixé, à un moment, on est bloqué. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à traiter toutes les formes bilinéaires. Donc, les formes bilinéaires, il y a beaucoup de flexibilité, et il y en a certaines qu'on n'arrive pas à faire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine valeur de la longueur des variables n et m dont on a besoin pour majorer la somme sur les nombres premiers, mais qui en fait n'est pas couverte par cette restriction de la méthode originale de Fouvry-Vagnetz, Bongler, Friedlander-Vagnetz. Alors ce que fait Zhang, c'est qu'il observe que les paramètres de Hilsbrand correspondants sont très spéciaux, et il les réarrange en une autre forme, où grosso modo il y a une variable n alpha
enfin alpha de n où on ne sait pas grand-chose, mais elle est très courte, c'est-à-dire que la valeur du grand N correspondant est très petite, et il y a 3 variables M1, M2, M3 qui sont pratiquement sans contrainte et qui sont très grandes. Donc ça redevient un problème qui est le problème de l'explosion de répartition de la fonction de diviseur ternaire dans les progressions arithmétiques qui avait été résolu par Friedlander et Iwaniec. Donc pas dans une forme qui est suffisante pour Jang, donc il le généralise encore en introduisant d'autres idées que je n'ai pas eu le temps de discuter. Et c'est là en particulier que Jang a besoin d'une somme d'exponentielle sur les corps finis en 3 variables pour laquelle Friedlander et Iwaniec avaient fait appel à Birch et Bombieri pour obtenir une démonstration. D'autres questions? Est-ce que la constante de 600 que Maynard obtient est optimale pour la méthode ou non? Non, bah, je crois que donc le groupe polymath 8b de Tao est descendu à moins de 300. Je n'ai pas suivi les derniers développements. En suivant la même méthode que Maynard, on peut voir d'après les coefficients un peu horribles que j'avais écrits, parce que Serre m'avait demandé, on avait pris une fonction f, non je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais il y a une fonction en k variable, k va être grand. Pour Maynard, k est de l'ordre de 315. Donc on a une fonction en 315 variables a priori à optimiser. Donc il se ramène à des fonctions d'un type très spécial, qui sont des produits de fonctions sur chacune des coordonnées. Et donc, a priori, ce qu'il arrive à trouver là, même là, il exhibe une fonction, il ne démontre pas qu'elle est optimale. Donc, a priori, c'était déjà clair dans le préprime de Maynard, et les travaux qui ont eu lieu ont montré qu'on peut l'améliorer. Et donc, je crois maintenant ils sont à moins de 300. D'autres questions? Merci. Est-ce qu'il est exclu que, tout comme il y a des k-uplets admissibles, qu'il y ait une suite infinie admissible, enfin, ça c'est pas exclu, mais que l'énoncé analogue soit vrai pour une suite infinie. Vous connaissez un théorème 3 qui dit qu'il existe... Oui, je vois. Alors je dirais que ce n'est pas exclu a priori, mais je n'ai jamais vu un énoncé ou une suggestion de ce type-là, donc je ne sais pas du tout. Donc il est clair qu'il existe des suites infinies admissibles, au sens où on prend tous les nombres premiers et on prend hi égale le ième nombre premier, ou bien la différence entre les nombres premiers successifs, comme on veut. Mais alors, est-ce qu'on peut espérer pour certains avoir des suites très diluées? Non, ça je ne sais pas du tout. C'est pas impossible, mais je ne sais pas du tout. Il y a aussi un énoncé intermédiaire qui serait que les k-uplets qui marchent pour le théorème des Maynard ne soient pas forcément disjoints, mais forment une... Qu'est-ce que vous entendez par pas forcément disjoints? Qu'ils soient inclus les uns dans les autres. Ah, c'est-à-dire que les n qu'on trouve ou Parce que Maynard, il travaille avec un k-uplet fixé. Enfin, on peut essayer de le faire uniformément, mais c'est pas, on gagne rien. C'est pas exclu qu'ils soient tous. Et pour chaque k-uplet, on prend les premiers cas d'une suite comme celle dont nous venons de parler. Non, ça, je crois qu'on sait que c'est pas vrai, puisqu'on sait, on sait le théorème pour tous les k-uplets d'une certaine longueur, et il suffit de regarder les k-uplets pour voir qu'ils ne s'organisent pas en un seul qu'on restreint. Enfin, peut-être qu'il y en a de ce type-là, mais pas tous. Si c'est comme ça, c'est que le théorème 3 est faux. Peut-être, je ne sais pas. N'ayant pas énoncé de théorème 3, je ne me sens pas concerné par la véracité ou l'invéracité de ce théorème. Non, parce que là... Juste pour m'amuser, on avait dit qu'on pouvait faire un cours d'un semestre pour expliquer les questions-là. Est-ce que vous avez fait ce cours? Non, pas encore. Non, mais j'ai fait en un semestre. En un semestre, je suis arrivé au théorème de Bombieri-Vinogradov. Alors, il suffit d'aller un tout petit peu plus vite dans les séances préliminaires pour avoir 4 heures de disponible à la fin, et on peut faire le théorème de Maynard en 4 heures à la fin. En fait, la partie qui prendrait probablement plus de temps serait le théorème de Siegel-Wallfisch. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais il faut quelque part, et j'aurais dû le dire, d'où viennent les nombres premiers dans tous ces théorèmes. À la fin, il faut quand même les trouver.
les nombres premiers à la fin viennent toujours du théorème de Ziegel-Waldfisch. C'est-à-dire que pour le module petit, Q inférieur ou égal à log de n à une certaine puissance, là, la formule asymptotique est vraie. Donc le théorème de Dirichlet est vrai uniformément. C'est ça, exactement. Donc tous ces théorèmes sont non effectifs d'ailleurs. Parce qu'ils utilisent tous, enfin, ça dépend ce qu'on veut dire par le cas est effectif, les écarts sont effectifs, mais si on voulait dire pour quel n0 assez grand, etc., là, ce n'est pas effectif parce qu'on utilise ce théorème non effectif. Bien, merci.